Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, édition spéciale, je le disais, consacrée à l'invasion russe en Ukraine. On va parler de géopolitique, de Joe Biden, de la réponse des Occidentaux, des Européens, mais aussi on va s'intéresser aux Ukrainiens, à ceux qui fuient en ce moment, ceux qui paniquent sous les bombardements. Regardez ce reportage et écoutez-le, surtout de Mathilde Ibanez. Après les bombardements russes ce matin à l'aube, les sirènes des villes en Ukraine ont retenti. À une centaine de kilomètres de Kiev, des habitants ont décidé de tout abandonner pour fuir cette guerre. Derrière eux, des années de souvenirs, toute une vie laissée sur place. Nous devons quitter nos maisons. Que se passe-t-il? Je suis seule au travail. Où vais-je courir? Où vais-je? Dites-moi s'il vous plaît, mon Dieu. Loi martiale? Ça sera la panique. Où cacherai-je les enfants? Il n'y a pas d'abri. Il n'y a rien. C'est un espace ouvert. Où vais-je aller? Après le départ des habitants, les troupes russes sont rentrées dans la ville de Mariupol. Pour fuir cette guerre, des milliers d'Ukrainiens ont souhaité quitter le pays, provoquant des embouteillages importants dans la capitale. D'autres ont choisi de partir en urgence à l'aéroport pour tenter de prendre un dernier vol après la suspension du trafic aérien. Voilà pour le sort des Ukrainiens qui tentent de fuir la capitale Kiev. Franz-Olivier Gisberg, c'est une agression sans précédent que mène aujourd'hui Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Bah oui, c'est clair, c'est comme l'a dit Boris Johnson, c'est la première guerre en Europe depuis 1945. Il faudra peut-être qu'on s'habitue. Tout le monde n'est pas d'accord. On va le laisser parler, puis vous aurez la parole. Non, attends, je termine juste simplement. Laissez-lui dire une la phrase. première grande guerre, parce qu'il y a des petits débuts, des petites escarmouches ici ou là, mais c'est vrai, c'est la première grande guerre, et c'est une grande guerre. C'est une grande guerre, pourquoi? Parce qu'il y a une nation ukrainienne. Enfin, j'entends dire sans arrêt par des pseudo-spécialistes que c'est la même chose. Enfin, il y a une langue ukrainienne depuis toujours. Enfin, c'est une de 4 langues slaves. Enfin, faut arrêter le baratin poutinien. Non, mais il faut arrêter. Non, mais c'est plus compliqué. Attendez, Joseph, dans les médias français, c'est insupportable. Non, vous avez des indépendantistes ukrainiens qui parlent russe. Je suis désolé. Mais non, je parle sous le contrôle. Mais non, on est d'accord là-dessus. Mais je suis désolé. Non, faut arrêter. S'il vous plaît, pas tous en même temps, on est en radio, c'est incompréhensible pour nos auditeurs. Il y a dans la désinformation. Je suis désolé. Il y a, on peut pas désolé n'importe quoi. Il y a le Donbass. Tout le monde sait que c'est une partie russophone de l'Ukraine. Et également des Russes, évidemment, en Ukraine. Parce que, bon, ces pays sont mélangés depuis longtemps. Comme d'ailleurs, il y a des Ukrainiens en Russie. Mais il y a une nation ukrainienne. C'est vrai qu'elle a cessé d'exister au XVIIIe siècle, parce que tout le monde s'est un peu partagé, qui est revenu d'ailleurs entre 1917 et 1922. Il y a eu, pour souder cette nation, un drame national dont personne ne parle jamais, c'est le génocide de 2 années, 1932-1933. Staline, face à une révolte agraire, trouve rien de mieux que de transformer l'Ukraine en camp de la mort. C'est-à-dire, on met des barbelés autour du pays et on ne leur donne plus rien à manger. 3 millions, ou peut-être 2 600 000, c'est entre 2 600 000 et 3 millions de morts. Donc c'est énorme, et ça reste, vous ne pouvez pas parler avec un Ukrainien, par exemple de la Russie, au bout de 5 minutes, de 10 minutes, il va vous reparler de l'Holodomor. C'est resté très fort dans la conscience nationale. Vincent Herbert et Joseph Masséron. Alors, c'est totalement vrai que c'est une terre martyre, et que on rend mal compte de la souffrance des Ukrainiens en montrant cette foule de fuyards qui sont englués dans un embouteillage monstre. Et ils prennent la route parce que les aéroports ont tous été bombardés au demeurant. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est la première guerre en Europe depuis 1945, parce que il y a un précédent que la Russie n'a jamais avalé, qu'elle n'a jamais oublié, à juste titre. C'est ce qui s'est passé en 1998 au Kosovo, à savoir l'OTAN, pour la première fois de son existence, a trouvé une cible, a trouvé matière à faire autre chose que de l'entraînement. Ils sont allés bombarder pendant 78 jours d'affilée Belgrade.
et les grandes villes de la Serbie pour arracher à la Serbie une petite province qui historiquement faisait partie depuis toujours. Je suis d'accord avec vous sur le... Mais ça n'est pas la même nature. Ça n'est pas de la même nature. Non, c'est la même nature. C'est une agression sans le Conseil de sécurité, on va revenir au à la mépris de la situation charte de d'Ukraine. l'ONU, au mépris de la charte de l'OTAN. Et c'était un précédent. Et les Russes considèrent que c'est le précédent qui les autorise aujourd'hui à faire en Géorgie, en Ukraine. On va juste prendre, s'il vous plaît, messieurs, on va aller juste, je passe la parole dans un instant. On va rejoindre, si vous le voulez bien, Alona Biskoun, qui est une Ukrainienne qui est à Kiev. Alona, racontez-nous où vous vous trouvez en ce moment, parce que c'est important de savoir ce qui se passe autour de vous. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin, Alona? Bonsoir. Avec on est à Kiev, en fait, à la capitale de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute les chaînes nationales. On essaye d'écouter que l'information, que de bonnes informations, parce qu'il y a beaucoup qui disent pas la vérité, en fait. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des bombardements partout en Ukraine, en fait, surtout le sud. Il y a des morts déjà parmi les civils, on le sait. Il y a un enfant mort, par exemple. Il y a aussi presque 50 militaires qui ont été tués. Mais ce que je sais, ce qu'on assure, en fait, on essaye de garder la tranquillité ici en Ukraine parmi les citoyens. Parce que c'est le plus important pour nos militaires. On essaye d'être fort, d'être fort pour notre pays. Parce que, en fait, la panique, ça donne rien, ça donne pas de résultats, évidemment. Et du coup, moi, avec ma famille, avec mon mari, avec mon bébé, on reste ici à Kiev, même qu'on a des proches à 50 et 140 km de Kiev. Pour le moment, on reste ici. Et qu'est-ce que vous devez faire si jamais il y a les sirènes qui retentissent? Évidemment, descendre, vous abriter dans les métros, dans les caves? Oui, c'est ça. On a des caves, on a des petits sacs juste à côté de la porte. Un sac, 2 sacs pour la famille, ils disent. Et il faut mettre dedans des choses les plus importantes pour quelques jours, pour 2-3 jours. Des produits, des vêtements, des choses de première importance. Et après, il faut descendre et aller dans les caves, dans chaque bâtiment, comme ça, à Kiev. Parmi les civils, il y a des caves, oui, des bâtiments où on peut se protéger. Est-ce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement d'ores et déjà dans les magasins? Est-ce qu'il y a un problème d'essence? Est-ce que tous ces gens qui prennent leur voiture ont des problèmes pour remplir leur réservoir? On peut, à vrai dire, mais toute la journée, on reste chez nous, dans un appartement où on n'a pas descendu, à vrai dire. Mais je vois les queues, je vois un magasin où on achète normalement des produits. Et il y avait un petit queue, mais pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a pas des voitures et tout ça dans la rue. Il n'y a presque pas de panique. On ne le voit pas de notre fenêtre, par exemple, pour le moment. Très bien. Merci beaucoup, Alona, de ce témoignage en direct de Kiev. On pense évidemment à vous et à toutes les populations qui vivent cette situation à laquelle ils n'étaient absolument pas préparés. Joseph Massescaron, est-ce que les Ukrainiens n'étaient absolument pas prêts à cette invasion russe? Personne n'y a cru, alors que pourtant Poutine l'a annoncé depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Non, personne n'y a cru. Il y a eu un certain nombre de manœuvres en 2021 de l'armée russe à la frontière de l'Ukraine. Ce qui a provoqué d'ailleurs une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Personne n'y a vraiment cru parce qu'il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'on se dit, mais quel est l'intérêt immédiat de Poutine? C'est-à-dire quel est l'intérêt par rapport à l'économie russe? Je rappelle quand même que l'économie russe aujourd'hui, c'est au point de vue du PIB, c'est à peu près l'Espagne, mais pas plus, avec une situation économique qui est difficile. Donc on se dit, mais quel est l'intérêt? Parce que là, on a aussi l'impression que, pour le coup, il légitime l'OTAN lui-même. Donc, mais je crois qu'il y a un élément, évidemment, on y pense tous autour de cette table, mais il y a l'élément, en effet, qui est l'élément propre à Vladimir Poutine, propre avant à l'homme Poutine. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout individu qui arrive au fait de sa puissance, ce qui est le cas de Poutine, ontologiquement
à quelque chose, il y a une tentation d'aller vers l'abîme. Il y a une tentation de se précipiter vers l'abîme. Ce qui a été le cas d'ailleurs, parce que moi, plutôt que de faire une comparaison un peu, pardonnez-moi, un peu foireuse entre Vladimir Poutine et Hitler, moi je préfère voir avec Staline. C'est beaucoup plus, moi ça m'intéresse beaucoup plus, ça me parle beaucoup plus. C'est-à-dire Staline qui, à la fin de son règne entre guillemets, s'il n'avait pas été éliminé par Bédia, envisageait la Troisième Guerre mondiale. Donc il y a cet élément, c'est-à-dire cette course à l'abîme. Donc oui, quand on dit par exemple, quand on dit moi j'entendais très bien, et toutes les bonnes raisons ont été données encore hier ou avant-hier, il n'ira pas plus loin que la Crimée, que la partie orientale, etc. Il n'ira pas plus loin, il n'ira pas à Kiev, il n'ira pas ceci, il n'ira pas... Bien sûr, et aujourd'hui on dira bien sûr, l'Estonie ne l'intéresse pas, bien sûr les Pays-Bas ne l'intéressent pas, mais qu'est-ce qu'on en sait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait, par exemple, la manière dont il a redigéré la Biélorussie est quand même aussi significative. Est-ce qu'il y a eu des mouvements particuliers? Est-ce qu'il y a eu des petits drapeaux biélorusses que tout le monde s'est accroché ou tout le monde a mis sur sa photo sur les réseaux sociaux? La réponse est non, bien évidemment. Tout ça, hop, la Biélorussie, c'est passé... Balayé. Voilà. À l'instant, Londres interdit Aeroflot, sanctionne banques et hommes d'affaires russes. L'Ukraine pourrait être rayée de la carte, c'est ce que dit le chancelier allemand Olaf Scholz. On a l'impression qu'il y a une surenchère verbale, Vincent Hervouet. L'Ukraine pourrait être rayée de la carte, dit le chancelier allemand. Oui, Tchernobyl a été rayé de la carte. Quand ils sont allés, quand les Russes sont allés faire la guerre au fin fond en Tchétchénie, ils ont rayé Grozny de la carte. C'est pas encore à l'ordre du jour. Il y a une forme de surenchère dans la colère, dans l'indignation, dans le verbiage, surtout à Londres d'ailleurs, qui rend mal compte de la pauvreté des moyens qui sont réellement mis en œuvre. Il faut faire la leçon à personne, mais peut-être que les Britanniques et les Allemands auraient été mieux inspirés de moins dénoncer, de moins gesticuler, et de prendre Zelensky à part et de l'inciter à une forme de sagesse. En Europe, il y a 8 pays neutres qui s'en portent pas mal. C'est même une des spécialités européennes d'avoir autant de pays qui ont décidé leur neutralité en s'armant, comme par exemple en Suisse, en Autriche, etc. etc. Peut-être que la situation géographique de l'Ukraine, qui ne va pas déménager loin de la Russie et qui a cette histoire si lourde à porter et si tragique, aurait dû inciter M. Zelensky, plutôt que de tambouriner à la porte de l'OTAN, dans laquelle il n'entrera jamais. C'est une évidence que jamais l'Ukraine ne fera partie de l'OTAN. Et on le sait depuis que les Russes ont mis la main sur la Crimée, on sait que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN. Parce qu'on n'intègre pas, dans une alliance militaire où la solidarité est automatique, un pays qui est déjà en guerre, même si la guerre est gelée. Donc, il aurait peut-être été, plutôt que de laisser croire qu'on allait, un jour ou l'autre, leur entrouvrir la porte, leur dire non, mais en revanche, on va vous aider à vous défendre dans le cas d'une neutralité. Ce qui aurait été, évidemment, bien reçu à Moscou. Toute petite pause. Je vous passe la parole dans un instant, François-Olivier Gisbert. On revient sur cette invasion russe, évidemment, en Ukraine. On fera un point très précis de l'avancée des chars russes, des hélicoptères qui survolent en ce moment même Kiev. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.